peut-on, oui ou non, pirater un câble internet sous-marin? Déjà, pourquoi on utilise des câbles sous-marins? On entend pas mal parler de tout ce qui est satellite, Starlink et tout machin. Je me suis renseigné, en fait, c'est 1% du trafic. Pour 2 raisons. C'est méga cher. Vraiment, c'est beaucoup trop cher de balancer des satellites dans l'espace. Et en plus, c'est moins rapide, parce qu'il y a plus de ping. Donc en fait, 99% du réseau, ce sont via des câbles sous-marins. Un peu d'historique pour commencer. Premier câble sous-marin, à ton avis, en quelle année? Je sais pas, enfin, 1902. Ok. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'aurais dit genre 1960, quoi. Moi, j'aurais dit un peu comme toi, Mika. Ouais. Parce que je suis un culte. 1851. Quoi? Ouais, le premier. Non, mais j'étais sur le cul. Ah ouais? Ouais, il faisait la liaison dans la Manche, entre du coup la Grande-Bretagne et la France. Premier câble sous-marin, 1851. Premier câble transatlantique, 1865. C'est d'une longueur de 4200 km. 1865. Ouais. Et je donc, me dis, c'était pour du télégraphe, c'est ça? Ouais, je suppose à l'époque c'était pour du télégraphe. Ouais. Aujourd'hui, il y a 420 câbles sous-marins dans le monde, 1,3 million de kilomètres. C'est 3 fois la distance Terre-Lune en câble sous-marin. Donc voilà, ouais, ça c'est la carte. Et vraiment, mais en fait, il y en a partout, quoi. Genre, moi, le nombre de câbles transatlantiques, c'est très joli. Moi, je pensais qu'il y en aurait moins que ça. Moi aussi. Tu sais, t'as cette image de, il doit y en avoir 2-3 entre Paris et New York. Et, ouais, oui, c'est ça. Le reste du monde doit en avoir quelques-uns. Mais... déjà, c'est pas évident pour tout le monde qu'il y ait des câbles qui sont sous les océans. Moi, quand j'ai dit ça à mes parents, ils étaient en mode, non. Attends, si. on a inventé le cloud. On va pas tirer des câbles. Non mais, ouais. Avant, c'était vraiment un truc géré par les opérateurs. Et depuis 2010, notamment Facebook et Google, on en parlait tout à l'heure, se sont mis à vachement investir dans les câbles sous-marins. D'accord. Et ils ont des câbles en propre. Genre Google a un câble, notamment plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle le Dunan, entre la France et les États-Unis, qui leur appartient à eux. Complètement. Okay. Voilà. Et Facebook fait la même chose, ils investissent des millions. Et c'est pour ça qu'entre 2014 et aujourd'hui, ça a quasiment doublé. C'est via cette implication des GAFAM, parce que en gros, le marché, il a doublé, alors que c'est une industrie vieille de 200 ans et que ça arrive jamais sur une industrie comme ça. Et en fait, c'est via l'application des GAFAM. Donc en fait, l'internet neutre, c'est mon cul sur la commode, quoi. Ouais, je m'y attendais pas, c'est ça. Ça pose. Oui. Ouais, je vais pas forcément. C'est possible que sur le territoire français, quoi. Ouais. Je vais pas forcément m'étendre, on pourra refaire une autre chronique, mais ça pose plein de questions l'implication des GAFAM sur ce sujet. Ouais. Et donc voilà. Mais c'est pas la question du jour parce que nous, on veut pirater un câble. Juste encore quelques petits chiffres. Tous les ans, il y a en moyenne 100 000 km de câbles sous-marins qui sont posés. Je trouve ça énorme. Et le plus long câble fait 39 000 km de long. Il relie l'Asie du Sud-Est à l'Europe de l'Ouest en passant par la mer Rouge. Et j'ai regardé la circonférence de la Terre, c'est 42 000 km. Donc c'est quasiment la taille du câble, c'est carrément la circonférence de la Terre. C'est vraiment, ça me... dans mon cerveau. Comment ils font pour poser ces câbles sous l'eau? C'est avec des navires câbliers. Il y en a une quarantaine dans le monde. En France, on en a 9. Et en fait, c'est des gros bateaux qui, du coup, sont capables d'aller, pour la plupart, en haute mer, avec des équipages de 60 à 120 personnes. Et en fait, le but, c'est de dérouler des câbles et de les poser en bas des océans, même de creuser une tranchée en bas de l'océan. Ils y vont pas. Voilà, ça, c'est le René Descartes. C'est un navire de Orange Marine. Et lui, il a notamment posé le câble Faster 6 qui relie le Japon aux États-Unis par le Pacifique. D'accord. Okay. Voilà. Et ça, c'est quand le câble arrive sur Terre. Et donc, c'est un câble de plus de 9000 km pour une petite capacité de 60 terabits par seconde. Oui. Pas mal. Ouais, en fait, c'est des très, très gros câbles. Si on regarde, souvent, il y a 24 paires de fibres optiques. Alors, ça... Et voilà. Donc ça, c'est la taille d'un câble. En gros, tu peux le couper, quoi. Et c'est le problème. Juste une petite précision technique, pour les plus grands câbles de plusieurs milliers de kilomètres, on utilise des répéteurs. Parce que sinon, le signal pour maintenir le signal trop faible. Et donc, on réamplifie le signal optique environ tous les 100 km. Ah, comme dans Minecraft. Oui, c'est vrai. C'est pareil. J'ai pas la ref. Mais... Ces câbles, ils sont devenus si importants qu'ils deviennent hautement stratégiques. Et on peut se demander, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah oui. Oui. En octobre 2022, les îles Shetland en Écosse sont coupées du monde après la rupture du seul câble sous-marin qui les relie au reste du monde. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune communication. Alors, il y a 23 000 habitants, c'est pas non plus... c'est une petite île, enfin c'est plusieurs petites îles, mais quand même, ça pique un peu. C'était un accident? Ouais, c'était un accident. Mais c'est pas toujours un accident. En 2007, des pêcheurs vietnamiens coupent un câble sous-marin. Pourquoi? Oui.
pour récupérer des matériaux composites et tenter de les vendre. Mais non. Quoi ? Résultat, le Vietnam perd 90% de sa connectivité avec le reste du monde pendant 3 semaines. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tout ce qu'on fait sur Internet, quasiment tout ce qu'on fait, passe par ces câbles. Et du coup, on a aussi des exemples, tu le disais, d'attaques volontaires de ces câbles sous-marins. En mars 2013, 3 plongeurs sont arrêtés dans le port d'Alexandrie, en Égypte. Ils tentaient de sectionner le câble qui relie l'Égypte à l'Europe. Ah ouais. Pris la main dans le sac par la police égyptienne. En 2017, pas mal de tensions internationales à ce moment-là. Des chalutiers d'une puissance étrangère, j'ai pas trouvé l'identité, l'information, je crois qu'elle est restée secrète, ont arraché les câbles reliant les États-Unis à la France et à la Grande-Bretagne. Ah ouais. Alors pas tous les câbles, ça a pas du tout fait blackout, mais quand même. Et du coup, plus récemment, tu le disais, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelques mois, les Russes, donc sous fond de guerre en Ukraine, il y a eu une explosion au niveau des gazoducs Nord Stream. Oui. Donc là, c'est un gazoduc, c'est pas un câble, mais à ce moment-là, tout le monde a flippé pour les câbles Internet sous-marins parce qu'il y en avait autour et qu'il y avait un bateau russe qui se promenait et qui fouillait un petit peu les tréfonds marins et tout le monde était là en mode ils vont s'attaquer à nos câbles. Ah ouais, okay. Et en fait, c'est devenu vraiment un intérêt vital alors que à la base, ils mettent pas une sécurité de fou et puis de toute façon, tu peux pas sécuriser tous les câbles de toute la planète. J'ai même lu dans un article que les stations d'atterrissage, donc les stations d'atterrissage, c'est là où le câble arrive quand il est sur Terre, en fait. Il faut bien récupérer ce câble à un moment. C'est un peu la boxe du continent. C'est la Là, par exemple, c'est des opérations qui sont très surveillées. Souvent, on essaye de cacher où les câbles arrivent, tellement c'est critique pour les gens. Je pensais qu'il y aurait des structures autour pour pas qu'on... Mais en fait, on peut marcher dessus, quoi. Alors, parfois, c'est carrément sous terre. Des petites boules. Et en fait, t'as juste une trappe. Parfois, il peut y avoir des infrastructures. En fait, il y a, par exemple, en France, il y en a beaucoup à Marseille, des stations d'atterrissage, et pas mal aussi sur la côte bretonne. Okay. Et j'ai lu sur un article que les stations d'atterrissage donc de ces câbles sont des nids d'espions. Tellement c'est en fait assez critique pour il y a des enjeux très critiques pour les puissances étrangères. Et d'ailleurs, c'est de notoriété publique que les services de renseignement espionnent ces câbles. On l'a entendu parler avec les révélations de Snowden, etc. Et que ce soit les Américains ou même les Français, on a l'arsenal législatif pour pouvoir le faire écouter. Alors, personne ne vous le dira, mais ça se fait, et on appelle ça d'ailleurs l'écoute des câbles. C'est un sujet dont on s'éloigne un peu. Ce qui répond à une des questions du chat qui était, ça c'est pour couper un câble, mais est-ce que c'est possible de, sans l'endommager, pouvoir, entre guillemets, se brancher dessus et écouter ce qui passe, quoi? Quand tu as un service de renseignement et que tu as des moyens astronomiques, oui. De chez toi, je te cache pas que le petit câble sous-marin, si tu veux l'écouter, c'est un petit peu plus complexe, mais il y a quand même quelqu'un qui a fait une dinguerie et c'est tout l'objet de cette chronique, on y arrive. Moi, j'ai une question, Mathieu. C'est, du coup, tout ça est légalement géré comment? Genre, c'est qui administre les câbles? Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas, mais dans la plupart des cas, ce sont des opérateurs. Et c'est un peu ce qui nous intéresse, parce qu'en fait, ces opérateurs utilisent des systèmes de gestion à distance de leur réseau câblé. Ils savent à peu près partout où passe leur réseau et quel câble est sectionné ou pas, là où il faut faire des réparations, etc. Alors du coup, on a compris qu'on peut s'attaquer physiquement à un câble, mais est-ce qu'on peut les pirater à distance? Ma question de base, c'était ça. Et cette question, il ne fallait pas la poser à un certain Corben Leo. C'est un hacker très réputé sur Twitter. L'histoire commence tout bêtement sur un programme de bug bounty d'une société de télécommunications américaine. Du coup, Corben Leo, voilà, il est en contact avec programme bug bounty manager de la boîte et il fait sa reconnaissance tranquillement et il finit par tomber sur une authentification à un système de management des câbles sous-marins et plus généralement de l'opérateur. Et là, il se dit si j'ai accès à ça, ça peut être pas mal. Je peux faire des trucs sympas. Donc là, il tombe sur un serveur web Tomcat. Pour les connaisseurs, c'est une techno un peu vieille maintenant. Mais attention, c'est protégé par un mot de passe. Jusqu'ici, tout va bien. Il a juste à trouver le bon endroit sur un Internet où il y a l'interface d'administration. Mais c'est protégé par un mot de passe. Il essaye de brute force. Ça marche pas trop. Il continue. Et à un moment... alors que ça fonctionne toujours pas, il s'est toujours pas réussi à se connecter, il a constaté qu'il a un cookie en plus dans sa session, dans son navigateur, qui n'était pas là auparavant. Ah oui. Un petit cookie un peu étrange. Et en fait, ce cookie est un cookie de connexion valide. C'est-à-dire qu'il est connecté à toute l'interface administration d'un câble sous-marin. Parce qu'en fait, c'est comme s'il avait le mot de passe. Ce cookie l'a permis d'avoir accès
à quel moment à l'administration. Il est authentifié partout. Mais sans qu'il ait trouvé le mot de passe. Ouais. Sans qu'il ait trouvé du tout de mot de passe. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors en fait, j'ai appris qu'il existe des pages d'autologin où quand tu te connectes dessus, quand tu vas sur cette page, tu obtiens un cookie de connexion authentifié sans avoir de cred, de login ou de mot de passe. Et en fait, Corben Léo, il a tellement bien fouillé, c'est tellement un fouineur qu'il est tombé sur cette page d'autologin, il a récupéré le cookie de connexion qui lui permet d'être authentifié partout. Sauf que cette page d'autologin n'est pas du tout censée exister, c'est une immense faille de sécurité, encore plus. Affreux comme pratique. C'est affreux, et encore moins exposé sur Internet. Mais voilà, en conclusion, il a eu accès à l'admin du câble. Alors oui, ça je vous ai pas dit. C'est le message qu'il a reçu du project manager de la boîte sur le Slack de HackerOne. C'est une histoire qui, si j'ai bien compris, a été révélée dans Wikileaks. On est à ce niveau-là de... Quand tu as accès à un câble sous-marin... Ce qui est fou, c'est que vraiment un câble Internet sous-marin, c'est un des trucs les plus physiques d'Internet qui existe avec les data centers. Ouais, c'est physique, on peut dire, ok, on peut les détruire. Ouais. Mais à aucun moment tu peux dire, si, un câble Internet sous-marin, bah c'est piratable en fait. Si vous aimez les sujets qui mélangent géopolitique et numérique, vous allez adorer l'interview qu'on avait fait de ce géographe qui cartographiait l'Internet russe. Il nous avait expliqué pourquoi il y a autant de hackers en Russie et d'où vient cette culture spécifique. C'était dans cette vidéo.